Je vous présente rapidement Emmanuel Osner, vous êtes ancien joueur de tennis professionnel, vous êtes préparateur mental aujourd'hui dans le monde du tennis, mais pas que. Vous travaillez notamment, mais pas que, pour la All-in Academy de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Assion. On va parler d'un vaste sujet, les failles mentales, le mental dans le tennis, qui est un sujet qui est aujourd'hui beaucoup plus évoqué qu'il y a quelques temps. Pourquoi déjà vous avez la sensation, s'il y a une raison, que la parole s'est un petit peu libérée autour de ce débat-là? Écoutez, je pense que le mental, c'est un petit peu comme la préparation physique dans les années 90, c'est qu'on en parlait très peu et aujourd'hui, je crois que c'est au goût du jour parce que non seulement l'athlète cherche à performer dans des grandes compétitions, et il remarque, tout comme son entraîneur, que des facteurs de performance maintenant sont à chercher aussi dans l'aspect mental des choses, donc à développer des nouvelles compétences qui sont un petit peu innovantes mais qui ont toujours existé. Donc je suis très content que les champions en parlent, très content que même certains entraîneurs en parlent. Et donc, le fait que ce soit aujourd'hui un peu tendance est d'après moi une bonne solution. On a beaucoup de joueurs, alors on va peut-être pas tous les faire, mais il y a 2-3 cas assez emblématiques en ce moment. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Naomi Osaka, alors, dont j'ai vu qu'elle s'était entourée d'un préparateur mental. Elle, on est sur une forme vous allez me dire, mais de burn-out, notamment lié à la pression médiatique. Est-ce que cet aspect-là, en particulier, je parle de Naomi Osaka et de sa phobie médiatique, se travaille? Alors, écoutez, oui, ça se travaille. Alors maintenant, je connais pas le dossier en détail. Elle affiche quand même elle dit évidemment que cette pression médiatique est difficile à gérer aujourd'hui. On sait que elle a gagné l'US Open en 2018 et que ensuite ça a été un petit peu une traversée très difficile puisqu'elle a souffert d'anxiété, de dépression. Donc je pense qu'évidemment il faut absolument souligner le fait que ces athlètes ont des craintes comme nous, hein, comme un athlète du dimanche dans un club. Simplement, ces craintes sont décuplées. Je peux vous en donner quelques exemples. La crainte du regard des autres, la crainte de l'estime de soi qu'il risque de perdre en cas de défaite. Il y a forcément des attentes personnelles, des attentes médiatiques, des attentes d'agents. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc évidemment, lorsque vous avez du mal à retrouver du sens à l'activité que vous faites, le mental peut en pâtir. Est-ce qu'on peut dire que le tennis, c'est un des sports les plus difficiles sur le plan mental pour les athlètes ? Alors oui, tout à fait, c'est l'un des sports les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que vous êtes seul. Moi, j'aime bien parler d'une île déserte. Hein. Le terrain, c'est comme une île déserte, vous êtes tout seul. Il y a plusieurs adversités sur un terrain. Les adversaires prennent des visages totalement différents. Spectateurs, conditions de jeu, le score, l'enjeu, etc. Et surtout, vous ne savez pas pour combien de temps vous allez rester sur cette île déserte. Ouais. Vous jouez un match de foot. Je prends juste cette comparaison-là. Vous êtes à 11. Si vous menez 5-0 à la 92e, il y a forte chance que vous puissiez lever les bras parce que vous avez gagné. Là, par contre, tant que la dernière n'est pas jouée, il y a toujours un espoir. Il y a toujours, encore une fois, cette durée de match, cette durée de la compétition qui est très aléatoire. Il y a un aspect, pardon, excuse-moi, sur le tennis aussi qui me paraît important, et même en tant que joueur amateur, on l'a tous connu, c'est la capacité à faire, moi, ce que je vais appeler reset, après un point perdu, après un break concédé. Ça, c'est terrible, parce que même nous, quand on joue le dimanche avec nos potes, on peut garder un point perdu en tête pendant des jeux et des jeux. Alors, c'est un des points essentiels qu'on travaille en préparation mentale, c'est la capacité aujourd'hui à non seulement accepter ce qui se passe sur un court. Alors, accepter, c'est compliqué parfois quand on met pas une balle dans le terrain, mais c'est surtout aussi la capacité à comprendre ce qui se passe et à vite oublier ce qui s'est passé. Donc, on en est à cet état d'esprit où on fait travailler l'athlète sur le court et en dehors pour qu'il ait cette faculté à garder une concentration dans le moment présent. Alors ça se travaille sur le court, mais ça se travaille aussi en dehors. Alors pour vous donner quelques disciplines qu'on utilise beaucoup, il y a la méditation et il y a ce qu'on appelle aussi la pleine conscience. Donc c'est un entraînement mental qui permet à l'esprit d'être presque constamment dans le moment présent. Okay. Donc lorsque vous vous entraînez à cela, il est plus facile d'avoir une focalisation et l'attention dans le présent sur un terrain de tennis. Les paramètres aussi d'une carrière dans le tennis, où on l'a vu, Ashley Barty, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui a arrêté sa carrière très jeune, à 25 ans si je ne me trompe pas, qui a déclaré au moment, et c'est pas la seule, c'est absolument pas la seule, qui n'était pas rentrée chez elle pendant 1 an et quelques, et il faut que les gens aient conscience de cela.
on voyage toutes les semaines d'un pays à un autre, etc. Ça accentue cette difficulté dans le tennis sur le plan mental? Alors oui, parce que vous savez, la vie d'un joueur de tennis, vous connaissez un petit peu la cadence des matchs, la cadence des compétitions. C'est d'une intensité folle. Donc forcément, lorsque si vous n'avez pas un environnement rassurant, il est fort possible que cette pression même d'organisation, cette pression permanente de recherche de résultats, prenne le dessus. Évidemment, la motivation baisse. Et puis on peut arriver à des burn-out, on peut arriver à des moments de dépression, d'anxiété terribles. On parle souvent, Emmanuel, alors à tort ou à raison, mais je vais me faire, vous allez peut-être vous faire l'avocat du diable, d'un déficit de mental, de confiance chez les Français en tennis. Est-ce que vous partagez cet avis ou alors à l'inverse, vous avez la sensation que les choses peuvent évoluer justement en encadrant les joueurs un petit peu mieux à ce niveau-là? Je pense qu'on peut dire plusieurs choses. La première, c'est, je pense que d'entretenir une croyance comme ça, de dire que nos joueurs ou nos joueuses n'ont pas de mental, en fait, c'est desservir le tennis français. Et puis, deuxième point important, il faut savoir que la fédération aujourd'hui, avec le nouveau mandat de Nicolas Escudé et de Gilles Moreton, a permis de mettre sur la table un dossier important qui est la préparation mentale. Donc, je sais qu'un plan est mis en place. Je pense qu'il y aura sans des annonces de fait, mais c'est quelque chose qui sera traité non seulement dans les clubs, dans les ligues, avec nos meilleurs jeunes, nos meilleurs joueurs, parce que le besoin est énorme. Et surtout, je pense que le préparateur mental ne doit pas être un pompier de service, mais plutôt un entraîneur comme un autre. Est-ce que c'est un point où on était en retard en France, et est-ce que c'est une des raisons qui explique les mauvais résultats de cette génération de Français? Je pense que c'est une discipline qu'on a mis de côté, non seulement parce que on peut se déclarer dès demain préparateur mental. Il suffit juste de parler un peu correctement et d'avoir lu un ou deux bouquins. Donc il y a de tout, il y a de tout dans ce monde, malheureusement. Ouais. Il y a des gens qui travaillent très sérieusement et qui sont qualifiés. Il y en a d'autres qui malheureusement entachent un petit peu le rôle que nous avons. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est une recherche de performance permanente. Mais je pense qu'il y a un point essentiel qu'il faut absolument mettre au goût du jour, c'est que le premier entraîneur mental pour un joueur de tennis, c'est son coach tennis. C'est-à-dire que lorsque je travaille par exemple avec un trinôme, je parle de trinôme, c'est parent, entraîneur, entraîné, le plus important, la pièce maîtresse du projet, c'est le coach tennis. C'est-à-dire que le coach tennis se fait coacher. C'est lui qui porte les messages, et s'il n'a pas la solution, si on a besoin d'un outil beaucoup plus précis, à ce moment-là, j'interviens. D'accord. Mais je n'interviens jamais sans l'accord du coach de tennis. Vous travaillez avec quelle catégorie d'âge concrètement au quotidien? Ça donne quoi? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai toutes les catégories d'âge. J'ai des jeunes de 11 ans qui sont dans les meilleurs de ligue. Et j'ai des gens qui sont joueurs du dimanche en 3e série, qui ont encore des ambitions et qui ont la soixantaine. Mais je remarque en fait les craintes sont pratiquement les mêmes, sauf chez les petits, parce que chez les petits il y a encore une évolution psychologique qui est différente, il y a le regard des parents, il y a beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que c'est une discipline qui ne connaît pas de fin, parce que c'est une évolution permanente. Et on traverse énormément d'épreuves dans ce sport, et je pense que c'est très bien qu'aujourd'hui la préparation mentale soit mise au devant de la scène. J'ai une question qui est peut-être un petit peu particulière, parce que c'est mon ressenti à moi. Quand on dit que certains joueurs français, je vais prendre l'exemple des Mousquetaires, Monfils, Tsonga, Gasquet, Simon n'ont pas de mental, moi j'ai beaucoup de mal à adhérer à cette thèse-là, parce qu'on ne fait pas cette carrière-là quand on n'a pas de mental entre guillemets. En revanche, et c'est quelque chose qui fait partie du mental, mais qui est pour moi une composante finalement du mental, c'est la confiance en soi, ou la confiance, j'ai envie de dire, des fois, on a la sensation qu'en étant français, on peut pas se dire je suis meilleur que les autres, on peut pas se dire Djoko, Nadal, Federer, moi je peux les taper. Ce paramètre de confiance en soi assumé, est-ce que il n'y a pas, je vais pas dire un petit problème, mais quelque chose d'assez français à se dire on va pas trop fanfaronner? Alors forcément, il y a une pudeur, parce que très vite l'ambition est considérée comme de l'arrogance.
Mais je pense qu'aujourd'hui, les barrières sont en train de se briser. Et je pense qu'on se donnera rapidement les moyens pour arriver à des résultats qui vont être des résultats étonnants et à la hauteur des talents que nous avons chez nous. Je pense qu'en France, on a toujours beaucoup de joueurs très techniques. Donc on a mis beaucoup l'accent sur la technique pendant longtemps. On a parlé de talent, on a parlé de jeunes qui avaient un potentiel à un moment donné en junior et qui n'ont malheureusement pas percé après. Aujourd'hui, l'entraînement mental, je parle d'entraînement mental et de préparation mentale, je crois qu'il va falloir y aller parce que des fédérations comme la fédération italienne notamment a mis, je pense, de mémoire il y a 1 ou 2 ans, les meilleurs à tous les postes en termes de nutrition, en termes de préparation mentale, en termes de stratégie. Et aujourd'hui, les résultats sont à la hauteur de leurs ambitions. C'est qu'on a des garçons comme Sinner, on a des garçons comme Musetti qui sont là, et encore d'autres. Donc je pense qu'il est temps de mettre cette discipline et cet entraînement-là au quotidien des sportifs. Pour parler de ceux qui sont des exemples et des références en termes de mental, Nadal, la combativité absolue, le garçon dont on a l'impression qu'un point égale un autre et qui va jamais ou rarement se frustrer. Djokovic, même pas la peine d'en parler. Alcaraz, sur lequel la pression, on a l'impression, glisse totalement. Chez ces garçons-là, c'est inné ou ça se travaille ce paramètre-là? On dit parfois que ça c'est un garçon qui n'a pas de volonté. Je pense qu'on l'a tous, la volonté. Il faut simplement allumer le bon bouton. Je pense que la culture et l'éducation font que vous avez un garçon qui est peut-être plus motivé ou plus combatif qu'un autre. Quand je parle d'éducation, c'est évidemment l'environnement dans lequel il a grandi. Vous avez pris l'exemple de Rafael Nadal. On connaît un peu l'influence de son oncle sur sa carrière. Alors, est-ce que son oncle aurait fait la même carrière avec un autre joueur ? Sans doute pas. Mais l'alchimie entre les deux a été remarquable. Et puis, ce sont des garçons qui, en termes d'état d'esprit, sont toujours dans la recherche de solutions et d'innovations. Ce qui m'impressionne, moi, chez eux, c'est que ils sont dans le progrès, la recherche du progrès. Ça paraît incroyable de sortir, d'avoir un commentaire comme ça de la part de Nadal ou Federer, par exemple, mais ils sont toujours en recherche de progrès. Et je pense que le progrès donne du plaisir et de l'ambition. Dernière question, je sais que on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous agissez autrement et ailleurs que dans le monde du sport, dans celui de l'entreprise, et que vous arrivez à créer des connexions assez intéressantes entre les deux. Oui, tout à fait. Je pense que le sport de haut niveau, c'est un vecteur de solution pour l'entreprise. Vous savez, la performance de l'entreprise, elle est bien présente, sauf que le terrain de jeu n'est pas un terrain de tennis, c'est plutôt le marché économique. Donc il y a de la concurrence, il y a des résultats à atteindre, il y a des performances, il y a de la motivation à garder. Donc je vous donne un exemple très simple, c'est les forces commerciales d'une entreprise. Je peux travailler avec ces gens-là sur la notion de se préparer à des rendez-vous, la notion de garder la concentration, d'avoir confiance en soi malgré la peur de l'échec et la peur du non lorsqu'on a un rendez-vous. Donc moi je les considère vraiment comme des sportifs de haut niveau. Donc ils sont contents quand j'arrive parce que je m'occupe d'eux comme un sportif. Moi j'avais une question juste pour comprendre un petit peu le tracé. C'est que vous avez été joueur professionnel, vous devenez préparateur mental. Vous-même, comment vous avez vécu en fait cette dimension mentale quand vous avez été professionnel? Vous en avez souffert? Ou c'est en regardant peut-être des personnes jouer plus haut? Comment ça s'est fait? Oui, alors moi j'ai joué, j'étais en termes de classement français à moins 15 pendant quelques années. J'étais aux environs la 700e place mondiale. Donc c'est une petite carrière évidemment, mais j'ai pu remarquer évidemment que l'adversité est partout et que certains joueurs gagnaient très souvent et moi je gagnais trop rarement. Donc je me suis dit forcément il y a des choses que je ne fais pas ou il y a des choses que ces gens ont et que je n'ai pas. Donc ça a été un petit peu ce questionnement que j'ai gardé en moi pendant que j'étais joueur, pendant que j'étais coach après, lorsque j'étais sur le circuit avec des joueurs et des joueuses. Donc ça a été une quête permanente où je me suis décidé à trouver des solutions, à enquêter, à me former, à faire de nombreuses rencontres avec des champions, avec des gens qui avaient connu le succès, et je me suis rendu compte qu'en fait que ces gens-là pensaient différemment, ils pensaient la compétition différemment, ils pensaient l'adversité différemment. Pour eux, l'adversité, c'est une source de progrès, alors que pour moi, l'adversité, c'était quelque chose qui était un danger incroyable. Je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Et au fil de ces rencontres et de ces années un petit peu de quête, me voilà parti dans l'accompagnement des athlètes et de ces gens qui bossent tous les jours en entreprise. Donc j'en suis très fier et je me sens
très respectueux du parcours que j'ai pu faire. Finalement, vous êtes le préparateur que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir du coup durant cette carrière-là, et c'est pas reproduire le même schéma sur potentiellement des talents qui auraient pu avoir ces freins-là. Non, je pense que ouais, tout à fait. Je pense que dans mon métier, si on n'a pas connu un petit peu l'ombre et les craintes qu'aujourd'hui j'essaye en tout cas de guérir chez des jeunes sportifs, forcément c'est moins cohérent. Je connais quand même ce jeu-là, je vois un petit peu à peu près ce qui se passe dans la tête de ces athlètes à tout âge, et je me dis que forcément si je peux les aider, et c'est ma mission première, ce que je n'ai pas eu, j'ai envie de leur donner quelque part. Oui. Et du coup, sur la partie préparation mentale, vous faites que sur des tennismen, ou vous avez des personnes qui vous contactent pour d'autres sports peut-être ? Alors oui, j'ai vraiment élargi un petit peu mon champ d'action, parce que je me suis rendu compte que finalement, en tout cas, les outils que j'utilise ou les méthodes, même si j'aime pas trop parler de méthodes, mais voilà, il y a des protocoles en fait dans mes entretiens et dans les outils que j'utilise. Intéresser des judokas, intéresser des joueurs de foot, des joueurs de basket, de volley, des golfeurs. Alors je suis golfeur un petit peu le samedi, mais je suis vraiment pas bon. Mais voilà, je les aide et j'ai l'impression qu'effectivement les outils que je leur propose sont efficaces et ils reviennent, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels. Ok, top. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. C'était très très intéressant. Ouais, c'était top, très intéressant vraiment. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir.